le plaisir d'accueillir sur le plateau Kylian. Bonjour Kylian. Alors tu es un spectateur assidu de Travelling Carrière, un vrai fanat comme disent les jeunes, c'est bien ça? Ouais, je kiffe bien quoi. Sans ça. Alors, je t'ai demandé de venir ici aujourd'hui pour nous faire un petit récap, un résumé de la première partie de cet épisode. Ouais, tout à fait. Donc c'est un épisode qui parle des formats au cinéma. Alors je prépare une petite choré. Hop, voilà. Oula. Donc au début il y avait le 4/3, format classique, quoi. Pas très sexy, mais très pratique. Oui. Et puis bon, dans les années 50, il y a la concurrence de la télé et tout, alors on fait des formats un peu moins hauts, Ce qui fait. mais plus larges quoi. Hop, hop. Hop là, il y a le cinémascope, il y a le cinérama aussi. Hop, hop. Et puis plein d'autres trucs, j'ai pas tout retenu non plus. Voilà, c'était mon récap chorégraphié de la première partie de cet épisode sur les formats. Eh bien Kylian, c'était très nul, j'ai rien compris. Tu étais ridicule. Oui, d'accord. Alors, on me fait signe que la deuxième partie va pouvoir commencer. Kylian, rejoins donc tes petits camarades et essaye de te faire oublier. Hein? Allez. Ok. Allez, la jeunesse, c'est parti. Super ambiance, merci. Putain, Kylian, tu crains? Ta gueule. Nous sommes en 1961. Cela fait bientôt 10 ans que le cinéma a adopté les formats larges. Mais la télé, elle, est restée en 4/3. Or, en ce samedi 23 septembre, la chaîne NBC va pour la première fois diffuser un film tourné en cinémascope à la télé. Et là, c'est le drame. Alors il y a deux façons de faire entrer une image scope dans une télé 4/3. La première, c'est de simplement se baser sur la largeur de l'image. Les proportions sont conservées, mais une bonne partie de l'écran est occupée par des bandes noires. Si on prend Ben-Hur par exemple, Ben-Hur ça a été tourné en Panavision Super 70 d'un ratio de 2,76, donc une image tout en largeur. Sur une petite télé, on voit quand même pas grand chose. On a un peu l'impression de regarder le film à travers la fente d'une boîte aux lettres, et c'est pour ça que ce procédé s'appelle le letterbox. Une méthode qui n'est pas parfaite, mais comparée à l'autre... Ah, commissaire, le type qui a fait ça est un maniaque. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. L'autre, ça consiste à s'appuyer sur la hauteur de l'image et donc à zoomer. Là, vous ne perdez plus 2/3 de l'écran, mais vous perdez 2/3 de l'image d'origine. Alors certes, ça remplit l'écran, c'est plus agréable à regarder, mais ça n'a plus rien à voir avec l'image voulue par le réalisateur. Autre problème, dans un film, l'action ne se passe pas forcément au milieu de l'écran. Il a raison. Si vous avez une conversation entre deux personnages, par exemple, eh bien, le centre de l'image est vide. Et si vous zoomez, vous vous retrouvez avec une discussion entre deux nez. Alors comment les studios font pour éviter ça ? Eh bien en 1990, la sortie en VHS du film Indiana Jones et la dernière croisade est l'occasion pour le critique Roger Ebert d'évoquer le problème. En haut de l'image, vous avez la version cinéma et en bas la version VHS, donc recadrée. Pour éviter le vide au milieu de l'écran, eh bien vous êtes obligé d'inventer un montage qui va faire alterner Harrison Ford et Sean Connery. Alors que dans le montage voulu par Spielberg, ils sont tous les deux dans la scène en même temps. Il existe une autre méthode pour éviter la conversation entre deux nez. C'est Leonard Nimoy, réalisateur de Star Trek 4, qui va nous l'expliquer. Alors là, vous voyez, le studio n'a pas refait le montage, mais il a ajouté en post-production un mouvement de caméra qui passe d'un acteur à l'autre.
Comme pour Indiana Jones, la volonté du réalisateur est donc complètement perdue, puisqu'à chaque fois, eux ont choisi un plan large qui vous montre les deux protagonistes en même temps, ce qui vous permet de voir les réactions de l'un quand l'autre parle. Alors cette méthode qui consiste à changer le cadrage d'origine s'appelle le pan and scan. Comme le disait Spielberg, I talked to Steven Spielberg recently about letterboxing, and he was feeling fairly frustrated. When one of his widescreen movies is trimmed to fit into the TV screen, he said, he feels like somebody else has directed it. Et vous voyez que même si vous vous appelez Steven Spielberg, que vous êtes au sommet de votre gloire, que vous avez rapporté des dizaines de millions à votre studio, eh bien il fait ce qu'il veut sans vous demander votre avis. Écoutons maintenant comment les studios justifient ce charcutage en règle. Paramount says there's still widespread consumer resistance to letterboxing from people who don't like those black bands at the top and the bottom of the screen. Le public n'aimerait pas ça. Alors on a beau parler de 7e art, cette réflexion montre bien qu'un film n'est toujours pas considéré comme une œuvre. Parce qu'imaginez que les directeurs de musées se mettent à raisonner comme les directeurs de studio. Non mais la Joconde, le tableau est trop petit. En plus, ce que le public vient voir, c'est le sourire, le reste on s'en fout. Et comment fait le public pour prendre un bon selfie là? C'est trop grand. Non mais si le public veut voir Guernica sur sa télé 4/3, il a pas envie d'avoir des bandes noires en haut et en bas. Puis ce noir et blanc, vraiment, c'est d'un ringard. Quant à dire le public n'aime pas ça, c'est une question d'habitude aussi. Le public français s'est habitué aux bandes noires horizontales parce que la télé française a beaucoup moins recours au pan and scan que la télé américaine. Heureusement, il y a une alternative à ce massacre, mais elle doit être envisagée dès le tournage. Écoutez bien, parce que sinon vous allez rien piger. Pour filmer en 1,85 avec une pellicule 35 mm standard, qui filme donc en 4/3, eh bien, il suffit de masquer le haut et le bas de l'image. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces caches au tournage. Vous pouvez très bien tourner au format académique, puis au moment de la projection, agrandir l'image et masquer le haut et le bas. Ensuite, pour passer à la télé, vous reprenez vos négatifs en 1,37 et vous les adaptez au 1,33. Or cette technique qui consiste à avoir finalement deux versions du film à la fois, ça s'appelle le soft mate. Mate, c'est les caches. Et un tournage selon cette technique est un tournage en open mate. Bon, et puisqu'on dit soft mate, vous vous doutez bien qu'il y a un hard mate. Eh bien ça, c'est quand vous tournez directement dans le format de projection, autrement dit que les caches sont sur la caméra et pas sur le projecteur. Non, déjà là, ils sont aux fraises. Ouais. Alors écoutez, comme tout est toujours plus simple et en même temps plus élégant quand c'est expliqué par Cary Grant, regardons cet extrait de La mort aux trousses. Tout ça, c'est ce qui est capté par la caméra au moment du tournage, une image en 4/3 donc. En salle, le projectionniste va agrandir l'image, masquer le haut et le bas, et aboutir ainsi au format 1,85, le standard américain. Et pour la diffusion télé, on reprend la version du tournage. Autrement dit, pour passer de la version cinéma à la version télé, on ne va pas enlever de l'image, comme avec le pan and scan, mais on va en ajouter. Alors, c'est mieux, mais ça n'est pas sans poser d'autres genres de problèmes. Oui, le fameux micro dans le champ, ça n'est pas une erreur du perchiste, du cadreur ou du monteur. Si vous êtes en salle, c'est à cause du projectionniste qui a mal réglé ses caches. À la télévision, eh bien, c'est à cause de la différence entre la version ouverte et la version masquée. Mais il n'y a pas que le micro qui peut se retrouver dans le champ. Le fait d'ouvrir l'image peut ruiner des effets de mise en scène. Dans Un poisson nommé Vanda, par exemple, on voit bien là que John Cleese finit la scène tout nu. C'est même ça le gag. Sauf que dans la version ouverte, on voit qu'il a gardé un pantalon. Ce qui est beaucoup moins piquant. Quant à ce gag dans le film de Tim Burton, Pee-wee Big Adventure, il est quand même moins drôle en 4/3. Et
puis si cette pratique constitue une alternative plus satisfaisante que le pan and scan, elle est à l'origine de pas mal de migraines. Migraines causées par des questions en apparence très simples comme quel est le ratio de shining ? Si comme moi vous avez découvert Shining en DVD, la réponse paraît pourtant simple. Shining étant 4/3, ce qui est un format peu courant pour un film de cinéma, mais qui est très adapté au travelling dans les couloirs de l'hôtel Overlook. Sauf que si vous l'avez découvert récemment en haute définition, vous allez me dire, mais non, il est bien sûr en 16/9. Heureusement, pour trancher ce genre de débat, il y a l'indispensable IMDb. Bon, mais alors, il n'y a que les spectateurs qui l'ont vu à sa sortie qui peuvent savoir quel est son vrai format ? Eh bien non. Car ça dépend où ils l'ont vu. Après 2001, Kubrick s'installe en Grande-Bretagne. Et il tourne ses films suivants au format européen 1.66. Il va alors découvrir que les salles américaines ne sont pas équipées pour projeter en 1.66. Chaque salle de cinéma se débrouille avec ses caches donc pour passer du 1.66 au 1.85. Et alors ça, bizarrement, ça ne plaît pas du tout à Kubrick. À partir de Shining, il choisit donc de tourner en softmate, donc 4/3. Ces films sont ensuite projetés en 1.66 en Europe et en 1.85 aux États-Unis. Pour la sortie VHS ou la diffusion télé, on revient au 4/3. Bon, c'est assez clair. Eh bien, ça se complique. Après la mort de Kubrick, ses ayants droit décident de ressortir ses films en haute définition. Mais quel format choisir ? 4/3, 1.66, 1.85, ils vont choisir le 16/9. Ils prennent cette décision car d'après eux, Kubrick n'aimait pas du tout les bandes noires du letterboxing, raison pour laquelle il tournait en softmate. S'il était encore parmi nous, Kubrick aurait donc certainement choisi le 16/9 pour la ressortie haute définition. Bon, ça c'est eux qui le disent. Alors évidemment, depuis qu'elle a été prise, cette décision est très controversée. Bon, controversée par les rares personnes que ça intéresse, mais on compte quand même plusieurs millions de résultats sur Google. Après des années de polémique, on sait en tout cas que Barry Lyndon était bien censé être projeté en 1.66. Grâce à cette lettre que Kubrick a envoyée aux projectionnistes à la sortie du film. Et ne croyez pas qu'il faut être un maniaque comme Kubrick pour écrire aux projectionnistes. Jean Renoir le faisait déjà, et des réalisateurs comme Steven Spielberg, David Lynch, Terrence Malick, David Fincher, ou même Michael Bay, le font aussi. Preuve que cette question du format et des conditions de projection est très importante pour les réalisateurs, mais aussi pour Michael Bay. Genius. Alors, tout simplement parce que choisir le cadre, c'est une grosse partie de leur boulot. Écoutez Hitchcock expliquer ça à Truffaut en prenant l'exemple des oiseaux. Emotionally, the size of the image émotionnellement, la taille is de very l'image important. est très importante. You were dealing with space. Vous savez, il s'agissait de l'espace. You may need space and use it dramatically. Que vous avez besoin de cet espace pour s'en servir dramatiquement. When the girl Délibérément, shrunk lorsque la back fille on the sofa, s'est reculée sur le sofa, I kept the camera back and used the j'ai gardé la caméra en space arrière et me to suis servi de l'espace indicate pour the indiquer nothingness le rien, le from néant which she was shrinking. duquel elle se reculait. Le format influence évidemment le cadrage et la composition de l'image. Prenons un autre exemple chez Hitchcock. Le fameux baiser des enchaînés entre Cary Grant et Ingrid Bergman est conçu pour le 4/3. En scope, leur visage ne remplirait pas tout l'écran, ils seraient au milieu d'un décor, et l'impression d'intimité ne serait pas du tout la même.
Heureusement, dans les années 80, la SMPTE a inventé le format du futur, celui qui réconcilie enfin télé et format large. Ce format nouveau, c'est le 16/9, qui permet d'utiliser la même surface d'écran pour diffuser du 4/3 jusqu'au 2.35. On le doit au docteur Kern Powers, dont je cite le nom en passant parce qu'on ne le cite jamais. Donc toutes ces équations-là, c'est très impressionnant, mais la méthode utilisée pour aboutir au 16/9 est beaucoup plus artisanale. Il a en fait découpé des papiers en respectant les proportions de chaque format, en s'assurant qu'ils aient tous la même surface, puis il les a superposés, et voilà, c'est le 16/9. Enfin, format universel, plus besoin de recadrage sauvage, de pan and scan, de cache. Fin de l'épisode, merci d'avoir regardé et à bientôt. Mesdames, messieurs, c'est peut-être l'un des derniers reportages que vous regardez en 4/3, car demain à votre réveil, France 2 sera passé en 16/9. À partir de 2008, les chaînes de télé basculent du 4/3 vers le 16/9 pour préparer le passage à la haute définition. Sur 3 à gauche, c'est presque carré, 16 sur 9 à droite. Et une fois de plus, Certains décideurs ont décidé qu'il fallait remplir toute la surface des écrans à 100%. Débrouillez-vous, ont-ils dit. Recette numéro 1. On coupe et le général perd la tête et ses étoiles de général. Un quart de l'image disparaît, le général est dégradé. Recette numéro 2. On compresse. Et du même coup, on modifie les jolies mensurations de la première dame de France. C'est pas gentil, c'est dégradant. les chaînes de télé font tellement n'importe quoi que les auteurs produisent ce petit film leur demandant de respecter les formats d'origine. Les images ne sont pas des chewing-gums. Raisonnement des chaînes de télé, nos téléspectateurs ont acheté des téléviseurs 16/9, ils en veulent pour leur argent. Il faut donc remplir l'écran. Et les fameuses barres noires semblent devenir insupportables en passant de l'horizontale à la verticale. En 2009, par exemple, le TF1 diffuse Le Seigneur des Anneaux dans une version 16/9 qui fait hurler les fans. Et ne commencez pas à dire « Ah, ces chaînes privées, elles ne respectent rien ». Quelques mois avant, c'est France 3 qui crée la polémique en diffusant une version recadrée de Paris-Bruxelles. Et même la vénérable Arte, quand elle diffuse un Hitchcock, elle ne le diffuse pas en 1,85 mais en 16/9. Et en fait, elle n'a pas le choix, puisque depuis l'avènement de la haute définition, les studios ont remasterisé leur catalogue. Et les chaînes, eh bien, elles diffusent ce qu'on leur propose. Alors pour Hitchcock, c'est pas très gênant, puisque la différence entre 1,85 et 16/9 est minime. En plus, on l'a vu, il tournait en open mate, donc on ne perd pas d'image. Mais dans le cas des premières saisons des Simpsons, par exemple, des gags vont disparaître en passant en 16/9. Nous avons la Dove Light et notre petite dernière, la Dove Dry. Alors en termes de restauration HD, la palme de l'horreur revient sans hésiter à la série Buffy contre les vampires. If an actor was originally cropped out of a shot in the remaster, you may hear a character speak, but their lips are not moving. But we can't, we've gotta, you don't understand. La vidéo listant tout ce qui ne va pas avec cette nouvelle version dure une vingtaine de minutes, donc autant vous dire que le cadrage n'est qu'un des nombreux problèmes. Et finalement, les soucis d'étalonnage ou de lissage numérique vont dans le même sens que le recadrage. C'est le mépris total de l'œuvre originale. Et si vous vous demandez pourquoi le créateur de la série a accepté ça, ben vous imaginez bien que si on ne demande pas son avis à Steven Spielberg, on ne va pas le demander à Joss Whedon. Alors d'accord, on peut toujours se dire qu'on ne regarde pas Buffy ou Friends pour la qualité des cadrages. Mais vous croyez que cette folie de la remasterisation s'arrête à certaines séries ? Diane, 11:30 a.m., February 24th. Entering the town of Twin Peaks. Alors quand il s'agit de fiction, le recadrage est un doigt d'honneur à tous les gens qui ont travaillé sur le film ou la série d'origine.
Mais ça peut être plus grave. Depuis 10 ans, la série documentaire Apocalypse fait les beaux jours de France 2. Et depuis 10 ans, elle est critiquée. Sur le fond, d'abord, par des historiens, mais on ne montrera pas dans ce débat, mais aussi sur la forme. Et ce qu'on lui reproche le plus souvent, c'est le choix de coloriser les archives d'époque. Alors, à mon avis, il y a plus grave que la colorisation. Les caméramans du monde entier ont pris des risques pour tourner ces images. Ils en ont reconstitué certaines. Nous avons rajouté la couleur et le son. Toutes les images que vous voyez dans Apocalypse ont été recadrées. Eh bah oui, forcément. Vu leur âge, elles ont nécessairement été tournées en 4/3. Mais les réalisateurs ont voulu qu'elles occupent tout l'écran et ont donc dû zoomer dedans. Alors ces recadrages sont-ils purement esthétiques ou bien est-ce qu'ils changent le sens des images d'archives ? Eh bien on ne peut pas le savoir justement. Et je pense que beaucoup de spectateurs ne le soupçonnent même pas. Depuis les années 80, chaînes de télé ou éditeurs vidéo américains ont l'obligation d'avertir les spectateurs s'ils diffusent une version modifiée, recadrée ou colorisée d'un film. Je parle d'Apocalypse parce qu'elle est très connue, mais le recadrage est en train de devenir la norme, y compris dans des docus diffusés sur la 3, Arte ou France 5. Certains tolèrent encore le noir et blanc, on ne sait pas jusqu'à quand. Recadrer, coloriser, en d'autres termes moderniser, des images d'archives amènent à créer une sorte de présent permanent, comme si les images ne s'inscrivaient pas dans une histoire. Pour des documentaires historiques, c'est quand même ennuyeux. Mais recadrer, c'est aussi changer la façon dont le public perçoit les images. Car les formats ont aussi une dimension psychologique. Gâchis. Ça t'amuse de casser le matériel, imbécile? Chérie, magnifique. On a besoin de bombes noires, s'il vous plaît. Allez, dépêchez-vous. Tu sais pas jouer, tu sais pas sauter, tocard. Le cinéma, c'est les bandes noires, c'est les formats larges. Dans la série Platane, par exemple, quand on veut passer de la série au film qui est tourné dans la série, hop, on met des bandes noires et le public a tout de suite compris. Et chaque format véhicule tout un imaginaire. Si vous tournez un film qui se passe à Hollywood au temps du muet, eh bien vous allez choisir le 4/3. Mais un film d'espionnage dans les années 50, vous le tournerez en scope. J'aime me battre. L'action du Grand Budapest Hotel de Wes Anderson se déroule sur 3 époques différentes, et bien chacune a son format. À part son côté historique, le 4/3 c'est aussi, ou plutôt ça a longtemps été aussi, le format de la vidéo, que ce soit la vidéo amateur ou de la télévision. Activate the Omega 13. Well? Huh? Well, there you are. Bon, enfin ça c'était encore vrai pour les gens de ma génération, mais depuis qu'on a tous ça en poche, le format amateur c'est devenu le 16/9e. Ou plutôt le 9/16e. Parce qu'on va pas se mentir, on a tous la flemme de tourner notre portable quand il s'agit de filmer ou de regarder une vidéo. Mais une vidéo en 16/9e sur un écran en 9/16e, eh bien c'est minuscule. Pour contourner le problème, les créateurs de contenu ont massivement adopté le format carré. Hier, il évoquait plutôt le Polaroid, maintenant il est synonyme de réseaux sociaux. D'ailleurs, les studios diffusent sur les réseaux sociaux les bandes annonces de leurs films dans ce format. Un format qu'on a vu au cinéma dans le Mommy de Xavier Dolan, et à la télé dans la série Homecoming qui se sert du changement de format pour visualiser le changement d'époque. En l'occurrence, le carré symbolise le futur. Alors c'est un format pratique parce qu'il occupe la même taille d'écran que ce soit en portrait ou en paysage. À la différence du format vertical revenu d'entre les morts. Il est devenu omniprésent sur les réseaux sociaux, qui ne manquent pas de créativité. Mais bon, outre qu'il est difficile de remplir un cadre en 9/16e, si vous le diffusez sur une télé 16/9e, ça fait une image
minuscule. Donc pour l'instant, les formats carrés ou orientation portrait sont utilisés surtout pour des vidéos courtes. Mais dès l'année prochaine est censé sortir le premier blockbuster tourné à la verticale. De son côté, Samsung a développé un concept de télé qui peut basculer du paysage au portrait. Bon, est-ce qu'il y a vraiment un marché pour ça? Est-ce que c'est pas plutôt un coup de com'? Ça, on verra. Les programmes du service de SVOD Quibi ou Quibi, je ne sais pas trop, lancé il y a quelques semaines, s'adaptent à l'orientation de votre smartphone. Je précise que ce lancement est un flop total jusqu'à maintenant. On dit aussi que Netflix ou NBC réfléchissent à proposer des versions adaptées aux smartphones de leur production. On peut donc penser que le pan and scan a de beaux jours devant lui. Mais d'un autre côté, l'horrible version remasterisée des Simpsons a fait tellement hurler les fans que Disney s'est engagé à proposer une version 4/3 remasterisée dans le courant de l'année. Look, those idiots don't even know where we live. Le public semble donc de plus en plus sensible à la question. Quant au format du futur, il est peut-être déjà parmi nous, et il est ni carré ni vertical. En 1998, Vittorio Storaro, chef opérateur aux 3 Oscars, a proposé un format universel, donc pour la télé et le cinéma, qu'il a logiquement appelé Univision. C'est un rapport de 2:1, on parle parfois de 18/9 pour faire chic. Pendant des années, Vittorio est un peu tout seul à tourner en 2:1. Mais des gros films s'y sont mis assez récemment, et surtout le format est maintenant soutenu par Netflix, Apple TV, ou encore la BBC. Ouais, enfin, pour que ça devienne un vrai format universel, il faudrait que les chaînes de télé le respectent. Un France 4. T'appelles ça du 2:1, toi? Moi j'appelle ça du 16/9. Je sens qu'on va se retrouver dans quelques années pour la 3e partie de cet épisode. Moi. Avant de vous quitter, il faut quand même que je réponde à la question qui vous brûle les lèvres depuis le début de l'épisode. Qu'en est-il de la version haute définition de Friends? Les dégâts sont-ils aussi importants que pour cette pauvre Buffy? Eh bien cette question, je ne vais pas y répondre. Non, si vous avez bien tout suivi, c'est vous qui allez le faire. Le plan qui va suivre dure 30 secondes et vous montre le tournage de Friends. Il vous donne la clé de la méthode utilisée pour la remasterisation de la série. Alors, quelle est cette méthode? Et où se cache l'indice? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Ross, the bottom line here, we cannot stay married. See, I don't know if that's true. Oh, yeah, but Okay. What we have here is a difference of opinion. And when that happens in a marriage... Oh, stop saying the word marriage! Yeah, Ross, listen, if you do not get this annulment, I will. Bon, c'était tellement facile que je suis sûr que tout le monde a trouvé. Oui, vous par exemple. Je ne sais pas. Mais il faut arrêter de faire ça, enfin, si vous savez pas, vous répondez pas. Moi non plus. Non mais vous, d'accord, ok. Vous par contre, vous avez trouvé. L'indice, c'était bien sûr ceci. Ça s'appelle un magasin, et on met ça sur une caméra pour y stocker la pellicule. Et oui, Friends était une série télé, d'accord, mais elle était tournée en pellicule 35 mm. Comme un film de cinéma. Et donc, comme un film de cinéma, le tournage a été fait en soft mate. La pellicule passait en vidéo 1.33 pour le montage et la diffusion télé. Pour la remasterisation, il a donc été possible de repartir des négatifs d'origine. Tenez, ça, c'est ce qui a été filmé. Ça, c'est ce qui a été diffusé à l'époque. Et ça, c'est la version HD 16/9. Alors comme vous le voyez, on perd un peu d'image en hauteur, mais on en gagne en largeur. Je pense que maintenant vous savez ce que ça signifie. Des choses qui n'étaient pas censées être vues du public sont maintenant bien visibles. Par exemple, dans cette scène, Phoebe discute avec Monica. Mais dans la version HD, qui êtes-vous, madame?
Voilà, il vous reste plus qu'à vous refaire les 238 épisodes de Friends, en regardant bien le bord des cadres, et vous aurez comme ça d'autres surprises du même genre. Alors, rien d'aussi catastrophique que dans Buffy, où là vous pouvez carrément voir la deuxième équipe de tournage. Si, je vous jure. Vous voyez que je vous avais pas menti, hein, le sujet des formats est vraiment passionnant, mais en plus il est hyper marrant. Allez, à la vôtre.